Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut la compagnie, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 44e épisode. Avant que l'on démarre, laissez-moi vous dire que j'ai mis à jour la description du podcast sur les plateformes d'écoute. Ça fait quasiment 1 an que Rideau Rouge existe et je ne me sentais plus vraiment aligné avec le texte de présentation qui avait été écrit avant le lancement de l'émission. Alors, si vous souhaitez faire marcher le bouche à oreille, c'est le moment. Le 50e épisode approche à grands pas et j'aimerais beaucoup qu'on atteigne les 2000 abonnés sur YouTube d'ici là. Je compte sur vous. Cette semaine, nous allons parler économie et entrepreneuriat. Un sujet qui tombe à point nommé car en ce moment, je me pose pas mal de questions sur l'avenir du bazar culturel de façon générale et notamment l'aspect économique. À mon micro, l'indigné du canapé. Blogueur et vidéaste qui depuis 10 ans maintenant produit des contenus politiques sur le web. D'abord sur son site internet et sa page Facebook, puis sur différents réseaux sociaux et sur YouTube depuis 2021. Se définissant lui-même comme un militant libertaire 2.0, l'indigné considère l'écriture comme un moyen de construire sa pensée politique et d'analyser certains sujets. Aujourd'hui, il nous partage ses observations sur ce que pourrait être l'entrepreneuriat dans une société anarchiste. Bonjour Rafi, bienvenue. Bonjour Alex, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai découvert ta chaîne il n'y a pas si longtemps que ça en fait et ça m'a fait plaisir de voir ton travail, de voir les sujets auxquels tu t'intéressais. Et du coup, j'ai eu envie de t'interroger sur un domaine un petit peu précis, qui est celui de l'entrepreneuriat. Alors peut-être qu'on abordera la question de manière beaucoup plus large que ça, évidemment, mais en tout cas, je trouvais que cet angle était assez intéressant. Est-ce que tu es prêt pour la question qui t'attend, déjà? Je suis toujours prêt. Je raconte l'activité la plus folle que j'ai faite. L'activité? Ouais, je dirais que c'est le premier truc qui me vient en tout cas, c'est du rafting. Voilà, un ami de la famille qui est malheureusement décédé depuis, c'était un rafteur professionnel, enfin professionnel. C'était un rafteur en tout cas, et donc du coup à 13-14 ans, il nous avait proposé avec mon meilleur ami de partir faire du raft. C'était vers Barcelonnette, dans les Alpes. Et bon voilà, c'était pour moi assez impressionnant parce qu'en fait sans formation, il nous a dit bon vous suivez et on a fait à peu près toutes les erreurs qu'il fallait pas faire quoi. C'est-à-dire on s'est coincé sur les rochers, on est allé vers des rapides. Enfin, donc ça leur a donné du travail, mais c'était assez drôle. Une fois que c'était fini, on en a bien rigolé. Alors, pour l'inculte que je suis, tu peux me dire ce que c'est que du raft, s'il te plaît? En gros, t'es dans un petit bateau qui ressemble à, je sais pas, qui est un peu ovale. Et en fait, tu te mets en haut d'un courant assez rapide, hein, c'est vraiment dans les montagnes, des petits courants d'eau. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre les bonnes trajectoires, les bonnes directions et d'arriver à un point en aval. Et du coup, tu as une mini formation. En fait, on t'explique comment pagayer à gauche, à droite pour prendre les bons tournants et en fait les zones vers lesquelles ne pas aller. Mais en fait, à 13 ans, t'es un peu bête, t'es un peu, t'es inattentif quand on t'explique les choses, etc. Et donc, avec mon ami, on a à peu près fait que rigoler de la descente, mais tous les obstacles et toutes les choses auxquelles il fallait faire attention, on les a pas faites comme il fallait. Donc voilà, ils nous ont mis la tête par-dessus bord 2, 3 fois, et puis ils ont dû aller nous chercher. Voilà, quand on allait un peu vers les rapides, qui allaient ça allait pas du tout vers une sorte de cascade, hein, mais ça allait en fait sous des rochers. Et en fait, c'est des endroits où il y a des sortes de rouleaux et c'est très difficile de ressortir la tête de l'eau. Donc là, ils sont venus nous chercher, en fait, nous tirer un peu par le col avant qu'on arrive dans les zones problématiques. Donc ouais, finalement, c'était assez dangereux, alors que je pense que dans l'absolu, c'est pas extrêmement dangereux, hein. Merci de ce partage. Alors, les gens te connaissent sous le pseudonyme L'indigné du canapé. Ça fait combien de temps que tu es sur Internet maintenant? Et comment est-ce que tu en es venu à construire ce blog et comment est-ce que ça a évolué? Alors c'est une très bonne question et merci de la poser parce qu'en fait, ça fait pile 10 ans. C'était l'anniversaire le 20.
septembre. Donc c'est vraiment une bonne occasion d'en parler. Donc j'ai commencé il y a 10 ans, en 2013, en même temps que mon activité professionnelle. En fait, je venais de terminer mes études. Alors j'ai pris un peu de temps dans mes études supérieures, parce que j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup changé mon fusil d'épaule. Je voulais faire du journalisme. J'ai trouvé un premier emploi, on va dire stable, dans, on va dire, un domaine qui était assez proche. C'était de la communication. Je faisais de la, on va dire, de la, je gérais des comptes, c'est-à-dire je m'occupais de la communication de certaines entreprises sur les réseaux sociaux. Donc c'était pas vraiment du journalisme, mais disons que j'essayais d'un peu faire ma voix dans un domaine proche. Et je me suis dit qu'en parallèle, ça pourrait être intéressant de lancer mon blog avec mes articles, mes idées, et qu'en fait ce sera un outil aussi de promotion de mon travail. Donc au début, il y avait quand même un objectif professionnel et en même temps, bah, je voulais écrire sur des sujets et des domaines qui m'intéressaient, mais pour lesquels j'étais pas encore très très stable. J'avais 24-25 ans, j'avais une petite culture politique, mais qui n'était pas encore très affirmée et je m'étais dit que passer par l'écriture, ça me permettrait d'être beaucoup plus cohérent, de m'obliger en fait à de la rigueur, à croiser les sources, à prendre le temps de décrypter, par exemple, un projet de loi, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit bon, surtout que dans les études précédentes, j'avais un peu appris à créer des sites, alors très modestement, hein, c'est un site WordPress classique, mais j'avais un peu appris à mettre les doigts dedans sans avoir trop peur. Donc je me suis dit bon, je crée un petit site, j'écris dessus, j'essaie d'avoir une activité assez régulière. Au début, je passais quand même pas mal de temps, beaucoup moins aujourd'hui, mais j'essayais d'écrire 2 à 3 articles par semaine en plus de mon travail. Et très rapidement, j'ai compris que sans les réseaux sociaux, alors à l'époque, j'étais anti-réseaux sociaux, je me disais que c'était le mal absolu, etc. Donc j'avais un peu cette idée, les GAFAM. Donc je voulais percer, entre guillemets, sans les réseaux sociaux. J'ai vite vu que c'était complètement impossible, hein, par le bouche à oreille. Donc, j'ai créé une page Facebook que j'ai rapidement animée de manière qualitative, puisque dans mon travail professionnel, bah, en fait, j'apprenais les bonnes techniques pour animer des comptes pour des entreprises. Donc, j'ai une page qui a rapidement pris pas mal je sais plus comment on appelle ça sur Facebook, c'est pas des followers, mais voilà, pas mal de suiveurs. Et petit à petit, d'année en année, aussi par mes envies qui changeaient, bah, j'ai observé et j'ai créé de plus en plus de comptes sur différents réseaux pour voilà, pour voir d'autres choses. En fait, il y a aussi des moments où on s'ennuie un peu plus, où on est lassé, etc. Donc, je suis passé par Pinterest, c'était pas forcément une idée extraordinaire, Twitter, Instagram, puis Facebook. Et donc, c'est depuis 2021, donc ça fait 2 ans et quelques, que j'ai ouvert ma chaîne Facebook qui m'a donné peut-être une autre communauté, enfin, qui m'a fait voir par d'autres personnes, même si c'est une beaucoup plus petite communauté que celle que je pouvais avoir auparavant. Et donc, tu as toujours cette envie aujourd'hui de devenir journaliste ou est-ce que le projet a changé? Le projet a quelque peu changé. Alors, je t'avoue que en fait, ça reste, je pense, le métier qui me correspond ou qui me titille, me stimule, m'émoustille le plus. Mais j'ai travaillé quand même pendant 5 ans dans ce média-là, enfin, dans cette start-up, où petit à petit, en prenant un peu de place et un peu de galon, j'ai pu lancer un média dans la structure. Donc c'était un média, alors j'avais un employeur qui avait un objectif premier qui était la rentabilité. Donc il me faisait bien comprendre que ça pouvait pas être un média très politisé, voilà, très clivant, il fallait que ce soit un média grand public. Et il avait bien compris que la manière de faire de l'audience, c'était d'être dans les infos, les news un peu buzz. Donc, au moins, j'avais l'opportunité d'écrire. J'étais plus simplement quelqu'un qui travaillait pour d'autres entreprises. Et au fur et à mesure, ça a pris 100% de mon temps. Donc, en fait, disons que j'avais une situation qui s'était améliorée pour moi à ce moment-là. Mais c'était pas intéressant, en fait. De la même manière que dans les années précédentes, quand j'étais encore étudiant, j'avais eu l'opportunité de faire des stages sur un média de sport, de foot, et c'était un peu le rêve que j'avais quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça m'a vite ennuyé parce que je trouvais que c'était assez répétitif. Et puis, bon, qu'est-ce que ça apporte finalement à la société? Pareil pour un média sur le cinéma, même si, enfin, cinéma, mais Buzz, je sais pas si tu dois connaître Pure People de Webedia. Voilà, j'écrivais quelques articles sur le cinéma, mais au final, j'écrivais beaucoup d'articles sur Intel et aller sur les tapis rouges, etc.
Et donc, voilà, j'avais toujours ce manque, même dans le dernier média où j'étais. Et en fait, l'autre aspect qui m'a vraiment fait changer de bord, c'est la précarité. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai toujours refusé de travailler dans des grands groupes. Donc, j'ai eu des opportunités, notamment d'apprentissage chez Orange, etc. Mais j'avais un truc, pareil, j'ai eu une opportunité de CDI chez Webedia, travailler sur Pure Ciné, là. Mais c'était pas ce qui me bottait, quoi. Enfin, j'étais plus dans la logique d'être dans des petites structures ou à mon compte, idéalement, ou en tout cas, potentiellement. Et, euh, et donc, le fait de travailler dans des petites structures, c'est aussi le fait d'être dans des structures qui sont très instables. Et donc, j'ai connu 2 licenciements économiques avant mes 30 ans. Et en fait, arrivé à 30 ans, je me suis dit, bon, je vais pas me relancer là-dedans. J'arrive pas, en fait, à percer vraiment. J'ai pas de diplôme de journaliste, etc. Donc, je me suis plutôt dit, bah, il faut que je trouve un moyen de rester dans les domaines qui m'intéressent, donc dans les domaines sociaux, économiques, politiques, sans forcément bah, faire du journalisme. Et donc en fait, à 30 ans, j'ai complètement changé de carrière. Et tu as gardé ce blog, donc, qui est resté un hobby, entre guillemets, un à côté que tu continues d'alimenter. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de très important pour moi. Je pense que ça fait partie de moi, quoi. C'est-à-dire que c'est une des facettes, on va dire, de mes centres d'intérêt, de ma personnalité, qui est une facette militante, que j'entretiens par ailleurs aussi, hein. Peut-être qu'on en parlera dans la vie professionnelle et personnelle. Mais en tout cas, cette facette publique, on va dire, de mon militantisme, voilà, m'accompagne depuis 10 ans et pour le moment, en tout cas, j'ai pas du tout envie d'arrêter, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me tient. C'est-à-dire que pour côtoyer pas mal de gens qui sont intéressés par les sujets politiques, il y en a beaucoup qui, au bout d'un moment, se désinvestissent parce que c'est violent, c'est dur, on a l'impression que ça n'avance jamais ou alors même que ça recule, etc. Moi, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être, on peut aussi peut-être voir ça comme quelque chose de problématique, mais que j'ai un peu cette soupape de pouvoir écrire, de pouvoir décharger parfois des frustrations, etc. Et du coup de rester dynamique et militant même au bout de 10 ans, et même si en effet les choses elles n'ont pas forcément énormément avancé dans la direction qui nous plairait, quoi, politiquement, économiquement, etc. Donc tant que j'ai cette énergie et que j'ai pas la lassitude ou je deviens pas aigri, bah ouais, je pense que je continuerai, même si parfois, en effet, je prends beaucoup moins de temps, par exemple au niveau hebdomadaire, pour entretenir le blog et des articles et des publications sur les réseaux qu'il y a 7 ou 8 ans, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est qu'il y a eu un moment en fait où tu as switché, où au début tu voulais en faire un projet professionnel et où tu t'es rendu compte que bah, en fait, peut-être en gagner ta vie, ça impliquait de mettre bah, tes idées de côté, histoire d'avoir quelque chose qui soit peut-être un peu plus rentable, entre guillemets, et que du coup tu as fait ce choix de conserver tes idées telles qu'elles étaient et du coup de plutôt t'orienter professionnellement sur autre chose. Donc je trouve ça assez louable. C'est vrai que c'est toi qui me le rappelle, j'avais presque oublié, mais au début du site, quand j'avais que la Facebook comme réseau social et que Facebook fonctionnait énormément, enfin, fonctionnait très bien, j'ai eu l'opportunité de mettre de la pub, donc Google AdSense, etc. Enfin, mon patron de l'époque, qui suivait, enfin, qui regardait aussi un peu ce que je faisais sur mon blog, il me disait, mais en fait, là, tu commences à avoir une audience qui est intéressante, commence éventuellement à négocier avec des régies, euh, si éventuellement, lui, il était assez souple, hein, il me payait très peu, mais au moins, il avait ça pour lui, il était assez souple au niveau du temps, etc. Je travaillais pour lui 4 jours sur 5. Donc ça me laissait aussi un peu de temps pour mon blog. Il me disait, voilà, si parfois tu veux travailler un peu plus dans ta semaine, etc., faire 1 heure ou 2 au travail, sur ton blog, etc., si tu arrives à vraiment augmenter la quantité d'articles, en fait, ça pourrait commencer à être rentable. Je sais qu'il y avait des mois où je pouvais faire plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc il me disait, ouais, réfléchis-y, quoi. Mais en fait, c'est à ce moment-là que ça a commencé à me poser problème. C'est-à-dire que, d'accord, des régies publicitaires, mais si c'est pour avoir n'importe quel type de publicité, des publicités qui sont à l'encontre de mes valeurs, des publicités pour des marques dont parfois je vais parler en mal, entre guillemets, sur mon site, parce que voilà, c'est des marques, je sais pas, néocoloniales ou qui respectent pas les animaux, enfin, peu importe. Bah, en fait, je me disais, il n'y a pas de solution. Et à l'époque, il n'y avait pas encore. Alors, YouTube démarrait, mais il n'y avait pas encore des possibilités d'être payé par don. Il n'y avait pas encore toutes ces plateformes de crowdfunding, ou en tout cas beaucoup moins développées.
et puis on n'avait pas l'impression que ça pouvait permettre de faire carrière entre guillemets. C'était pas, il y a pas encore des youtubeurs professionnels. Enfin, c'était encore vraiment les balbutiements. Faut se remettre dans ce contexte-là. Donc en fait, ouais, je me suis dit bon, les moyens classiques, c'est-à-dire la publicité sur les sites, bah ça marchera jamais pour mon blog. Donc non, en effet, c'est là où je me suis dit soit je trouve un poste dans un journal, dans un média, je continue en parallèle éventuellement mon travail militant, mais j'ai un poste au chaud entre guillemets. Ou alors, bah, en tout cas, seulement en passant par mon média, je voyais pas trop les opportunités. Sur ta chaîne YouTube, tu te définis comme un enfant métis entre un monde capitaliste et une pensée libertaire. Comment est-ce que t'en es venu à développer cette pensée libertaire? Ça a été quoi politiquement ton parcours? Euh, c'est vraiment venu petit à petit. Alors, j'ai quand même un cadre familial plutôt de gauche, mais de gauche, on va dire, entre le Parti socialiste et parfois des petites tentatives plus à gauche, mais voilà, c'était pas très très clair. Donc moi, adolescent et jeune adulte, notamment à travers des premiers mouvements étudiants que j'ai pu faire, bon, il y a eu Le Pen, où là j'étais encore un peu jeune, mais il y a eu plusieurs manifestations étudiantes dans mes années étudiantes qui ont un peu construit ma pensée. Des profs aussi, alors plus au niveau de l'université. En fait, je pense que j'avais des profs politisés au lycée, mais je m'en rendais pas encore forcément compte. Donc plus à l'université, j'ai commencé à me rendre compte en fait de certains discours, de certaines positions, même des profs qui ouvertement déclaraient soutenir des mouvements étudiants, etc. Mais jusqu'à ce moment-là, j'étais plutôt de gauche. Mais on va dire, je dirais, aujourd'hui, on pourrait dire gauche radicale, mais c'était pas une gauche si radicale que ça. C'est-à-dire que, pour moi, par exemple, LFI, c'est une gauche très solide, mais pas radicale. C'est-à-dire que c'est pas une gauche complètement révolutionnaire, c'est pas une gauche qui veut transformer en profondeur la société de manière instantanée. Voilà, elle est quand même dans une réforme, dans un réformisme, même si Ruffin parle de réformisme révolutionnaire. Enfin voilà, il y a un peu une ambiguïté entre les deux, et je pense que je me situais plus ou moins là-dedans. Alors, LFI n'existait pas encore, mais j'étais plus à gauche que le Parti socialiste. Le Parti communiste, je trouvais déjà qu'il avait une vision un peu productiviste, enfin, il pouvait avoir des visions un peu à l'ancienne sur certaines questions. Donc, il y avait le NPA qui me parlait un petit peu. Et en fait, comment j'en suis venu à être anarchiste, ça a vraiment été à travers les lectures et à travers le blog. Le fait d'écrire très régulièrement sur tous les sujets, de regarder le positionnement un peu de tous les acteurs politiques, de souvent me dire, mais en fait, il y a personne qui me représente. Enfin, même le NPA qui était vraiment le plus proche, et encore aujourd'hui, hein, moi, je considère que le NPA est un parti qui a plein de très bonnes idées. Tout à l'heure, j'écoutais encore une vidéo de Révolution permanente. Enfin, il y a plein de choses très bien dans le marxisme, hein. Je suis pas du tout un anarchiste qui m'inscrit en opposition frontale avec le marxisme, loin de là. Mais voilà, je trouvais toujours qu'il y avait une problématique. Et puis en fait, aussi en apprenant, moi j'ai fait de l'histoire pendant 3 ans en licence, en creusant sur certains thèmes comme la Commune de Paris, comme la Révolution russe de 1917, ou la guerre civile espagnole, etc. En fait, je voyais à chaque fois des petites choses qui me gênaient et où je me disais en fait le communisme aussi a cet aspect autoritaire et donc où est la solution en fait? C'est-à-dire, le capitalisme est autoritaire, le communisme peut être autoritaire. En fait, le problème c'est l'autoritarisme, le problème c'est le pouvoir et donc le pouvoir sur les autres, la coercition et donc bah voilà de fil en aiguille j'en suis arrivé à trouver que l'anarchisme était un mouvement très pertinent dans sa globalité. Ça veut pas dire que j'ai aucun grief contre l'anarchisme, en tout cas, puisqu'il a plein de branches, donc il y a aussi des choses qui peuvent moins me plaire. Mais à l'heure actuelle, dans mon cheminement de pensée, disons que c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Voilà. Néanmoins, je reste partagé sur, enfin, disons que dans la culture commune, on va dire dans la globalité, on a plutôt tendance à voir l'anarchisme comme un utopisme. Et moi, j'essaie de plus en plus hein, de remettre en question ça, même dans ma propre vision des choses, en me disant en fait comment je pourrais être défenseur des idées anarchistes, mais être très concret en fait. Ce que je trouve le marxisme commence à réussir à refaire depuis une quinzaine, vingtaine d'années, se réinscrire très concrètement dans les luttes, bah je pense que l'anarchisme en a besoin aussi. Aujourd'hui, c'est un peu vu comme quelque chose de très lointain qui n'arrivera jamais et pas quelque chose qui peut être utile aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans les différentes luttes qui peuvent exister dans notre société.
Je t'avoue que c'est notamment pour ça que l'aspect économique m'intéressait, parce qu'on a très souvent tendance à associer l'entrepreneuriat et le fait de monter sa boîte au capitalisme. Et j'ai l'impression que du coup, toute cette branche en fait de l'économie, qui est le fait de vivre de son activité, ça a été vampirisé par une partie de la société, et notamment la partie bourgeoise, la partie qu'on pourrait qualifier de néolibérale. Et quand j'ai découvert ta vidéo sur le modèle de Preston, alors je ne vais pas te demander de la refaire ici, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait d'imaginer d'autres formes d'économie possibles et de voir en fait comment est-ce que ça pouvait s'inscrire dans une société. Quelle a été ta réflexion toi là-dessus et comment tu te situes aujourd'hui par rapport à tout ça, de manière très large? Euh, alors, c'est vrai que moi aussi, de prime abord, j'aurais tendance à dire l'entrepreneuriat dans une société capitaliste, c'est du capitalisme. Et bah, ce serait un peu une vision marxiste, c'est-à-dire à partir du moment où on est détenteur des moyens de production, on est capitaliste et donc on fait partie du problème. Pour avoir lu justement bah, Proudhon, par exemple, ou même plus récemment pour m'être intéressé à des travaux comme ceux de Bourdieu, etc., en réalité, la vision marxiste, elle est très pertinente parce qu'elle est simple et facile à comprendre, et donc elle est opérante, disons, mais en fait, elle est trop simple. Donc en fait, si on creuse un peu, par exemple, si on regarde Proudhon, bah, il nous dit que un tout petit entrepreneur, un tout petit producteur, il pose pas les mêmes problèmes qu'un producteur qui a besoin de main-d'œuvre et qui donc va exploiter de la main-d'œuvre. Par exemple, il oppose, alors c'est pas forcément bienvenu et pertinent, hein, mais il oppose les agriculteurs qui travaillent pour eux-mêmes et qui exploitent personne, à part leur propre vie et leur propre santé, à un riche industriel, disons, qui va avoir 100 personnes qui ont besoin de travailler pour lui, etc. Et même si, du coup, il en vient à dire qu'il faut exproprier les grands patrons d'industrie, mais pas exproprier les agriculteurs, etc., même si, du coup, ça crée une complexité, disons, dans la réponse politique, alors que chez Marx, c'est beaucoup plus simple, je trouve malgré tout il y a un intérêt là-dedans. De la même manière que le fait, par exemple, de réfléchir à la classe moyenne aujourd'hui et de voir qu'en fait, il y a des cadres, il y a des gens qui sont très très bien payés, mais qui sont pas détenteurs des moyens de production, mais qui par contre souvent vont protéger les intérêts du patron, bah, ils font partie de la classe prolétaire, disons, au sens marxien ou marxiste, mais pourtant, en fait, dans leur position réelle, économique, culturelle, etc., est-ce qu'ils font pas aussi partie du problème? Ok, c'est un peu ce qu'on voit avec les grands ingénieurs. Alors justement, en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes ingénieurs, AgroParisTech, etc., qui commencent à penser le problème, notamment lié à la problématique environnementale, et à dire non, on veut plus travailler dans des grands groupes. Mais il se trouve qu'il y en a beaucoup dans les générations précédentes qui sont allés travailler dans des grands groupes et qui font partie, entre guillemets, du problème. Mais voilà, je trouve que c'est un peu plus. Il faudrait vraiment affiner le propos. Et en effet, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de modèles d'entreprise au sens large, donc même pas d'entreprise, mais de modèles, de manière d'entreprendre, on va dire ça comme ça. L'associatif, les scopes, par exemple, enfin tout ce qui est modèle coopératif, etc., qui en effet permet de trouver, on va dire, une voie, une troisième voie entre voilà entre toute personne qui entreprend est capitaliste et bah en fait non il faut soutenir toutes les formes d'entreprise, etc. Voilà, mais même les coopératives, etc., elles comportent leur propre part de problème, hein. C'est-à-dire qu'elles sont souvent rattrapées par des logiques de profit, enfin voilà, il y a plein de scandales autour des ONG, des associations, des mais en effet je trouve qu'il faut pas non plus être trop caricatural dans l'analyse. Est-ce que au-delà de la forme juridique, association, entreprise, etc., la question, elle ne devrait pas plutôt se poser sur le local versus le national? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu deux salles, deux ambiances, tu vois, avec d'un côté, à l'échelle nationale, un État qui va faire appel à des grosses boîtes privées, des cabinets de conseil, notamment étrangers, pour gérer les affaires du pays, dans lesquels ils vont notamment investir énormément d'argent, de l'argent public. Et à côté de ça, des collectivités locales, des communes qui ont du mal aussi à déléguer une partie de leurs services à des entrepreneurs locaux.
Moi, ça m'est arrivé dans mon cas. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de discuter plus que ça en amont et on ne se connaissait pas avant cet entretien. Mais moi, tu vois, quand j'ai démarré mon activité, j'ai démarré sous la forme de micro-entreprise. Et j'ai eu beaucoup de retours de potentiels clients qui me disaient, ben non, mais vous êtes une entreprise, c'est pas possible, on ne peut pas travailler avec vous. Parce qu'il y avait cette idée qui sert aussi justement bah, le néolibéralisme, qu'une entreprise, elle est là pour faire du pognon. Et à Hmm. partir du moment où je suis passé en association, en appliquant exactement les mêmes tarifs, voire en augmentant un petit peu mes tarifs, eh ben, j'ai beaucoup moins galéré. C'était hallucinant. Mais sauf que l'association, ça pose aussi un problème, c'est que dès lors qu'on veut monter une activité, une association, c'est censé être à but non lucratif. Et là-dessus, il y a enfin, je veux dire, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est assez terrible parce que du coup, on sait que la personne qui crée l'association, elle le fait dans l'optique de vivre de son activité et que du coup, le bureau, c'est un bureau bah, qui, certes, va s'occuper un petit peu des affaires de l'association, mais c'est pas le bureau qui a l'initiative de la démarche, quoi. Et donc, on entretient comme ça une espèce de flou que je trouve, pour le coup, beaucoup plus délétère que si on faisait un véritable partenariat public-privé. Je suis entièrement d'accord. En fait, t'as complété ce que je disais, c'est-à-dire que, en effet, il y a une grande différence entre petite entreprise, voilà, qui cherche à faire vivre quelques acteurs au niveau local, etc., et une grande multinationale, voilà, qui exploite aux quatre coins du monde, etc., avec des échelles de salaire qui sont monstrueux, qui vont de 0 à 300, enfin, j'en sais rien. Et de la même manière, et d'ailleurs, c'est en ça que moi, je trouve la logique anarchiste pertinente, de la même manière, on retrouve le même problème dans l'État. C'est-à-dire que l'État, ça aussi, ça fait partie, en fait, je trouve, un peu des poncifs sur l'anarchisme qui devraient être un peu rediscutés, retravaillés. D'ailleurs, il y a une vidéo récente de À Gauche, je sais pas si tu connais cette chaîne. C'est une chaîne qui publie que des extraits de penseurs de gauche, mais qui depuis quelque temps fait aussi un format interview, qui est un peu plus intéressant, parce que là, pour le coup, c'est des nouvelles vidéos originales. Et il a interviewé, je crois que le mec qui tient la chaîne à gauche, c'est un Québécois. Et il a interviewé un autre Québécois, alors malheureusement, j'ai pas son nom, mais justement, il disait exactement ce que je vais te dire là. Donc, c'est pas que moi qui le pense, c'est qu'en fait, il y a une idée un peu caricaturale que l'anarchisme est contre l'État. En réalité, oui, en 1870 ou en 1850 ou en 1900, l'anarchisme est contre l'État. Mais parce qu'en fait, l'État, c'est uniquement un organe bourgeois très autoritaire. En fait, on est encore sur l'État euh, régalien. Voilà, c'est vraiment l'État qui punit, qui fait la justice, qui a l'armée, etc. Depuis, s'est développé un État social. Et en fait, l'État n'est pas à jeter, enfin, comme on dit, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnements et des structures dans l'État qui sont pas forcément négatives. Voilà, la sécurité sociale, ça fait partie de ce qu'on appelle les administrations publiques, et c'est quelque chose à conserver à tout prix. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose, à mon avis, dans un futur lointain où on serait dans un système communiste ou anarchiste, qu'on mettrait à la poubelle. C'est incroyable, la sécurité sociale. Et comme tu le dis, et je suis complètement d'accord, hein, l'État à l'échelle centrale, l'État central est quelque chose d'assez catastrophique, voilà, avec en effet des milliards qui partent dans des cabinets privés, des, euh, des hauts fonctionnaires qui sont cachés, on ne sait pas trop leur rôle, mais en fait, ils fonctionnent une grosse partie du budget, etc. Et à l'échelle communale, surtout dans les petites villes, bah, en fait, des gens qui font de leur mieux, voilà, un petit conseil qui se réunit, qui est au milieu des gens qui travaillent, voilà, qui ont pas forcément une rémunération suffisante, etc. Et eux, en fait, ils posent aucun problème. C'est-à-dire que, au contraire, eux, ils font partie du tissu local, ils participent à essayer de mettre en réseau, de mettre en relation, de faire en sorte que l'école fonctionne bien, que les routes soient rénovées, etc. Et donc, bah ça, c'est que bénéfique en fait. Il y a aucun souci là-dessus. Alors, ce qu'on constate également, c'est que le pouvoir, l'État, ce qu'on pourrait appeler l'État, délègue déjà une partie du travail aux collectivités locales. En revanche, donc il y a quand même quelque chose qui est décentralisé. Les tâches quotidiennes sont décentralisées. En revanche, le pouvoir, lui, il est toujours concentré. Et donc, du coup, cette économie, elle fonctionne aussi à deux vitesses parce qu'on a d'un côté une délégation vers les collectivités, vers les organes décentralisés de l'État, et à côté de ça, une hyper concentration du pouvoir. Et donc, est-ce qu'au niveau de l'économie, pour recréer un système économique peut-être plus local,
peut-être aussi plus sain, est-ce que ça s'accompagne pas d'une reprise de pouvoir politique? Et est-ce que c'est pas là où finalement on doit créer une passerelle entre le politique et l'économique? Bon, voilà, là, c'est toute la question de la stratégie politique et de comment organiser voilà, une réforme révolutionnaire ou une révolution réformiste, j'en sais rien, mais c'est complexe en fait. C'est-à-dire, je suis assez d'accord sur l'idée que je pense pas que les choses passeront par l'économie. C'est-à-dire que je pense pas que en montant des centaines et des centaines de scopes et en ayant des patrons, on va dire, éthiques, qui même dans des SARL, etc., choisissent d'utiliser leurs profits pour améliorer les salaires et réinvestir, je sais pas, dans des branches pseudo-écologistes, etc., écologiques. Je pense pas que ça transformera le monde, ou alors ça prendra des centaines et des centaines d'années, et on voit bien que les tenants des structures de production, ils veulent pas que les choses changent. Je regardais encore une vidéo là sur le patron du MEDEF, je sais plus qui exactement, je crois que c'est un des grands patrons français qui a dit lors d'une réunion, je crois que c'était l'université d'été du MEDEF, il faut que les choses changent, mais le plus lentement possible. En fait, il faut, dans leur logique, il faut en fait que les profits soient captés le plus longtemps possible, et donc que même si on va vers du développement durable, en fait, c'est avant tout le développement, et puis l'aspect durable, en fait, on le met de côté. Et voilà. Donc, je pense que l'idée que moi j'appelle de mes voeux, hein, c'est-à-dire une démocratie réelle dans les entreprises, le fait que tout le pouvoir soit partagé, les profits soient partagés, etc. C'est pas ça qui déclenchera quelque chose. Après, le politique, bah, la problématique, c'est comment récupérer le pouvoir politique, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire, soit ça passe par les urnes, soit le fait d'élire LFI, là j'essaie d'être réaliste, c'est-à-dire l'organe de gauche le plus puissant actuellement, pourrait permettre par la Sixième République, par aussi le fait qu'ils soient poussés par leur gauche, par des groupes plus radicaux qu'eux, etc., organise une décentralisation et redonne plus de pouvoir aux communes. Je pense que ça fait partie de leur programme. Mais le fait, par exemple, d'élire des mairies communistes, le fait de réussir à élire des députés plus à gauche, etc., j'ai pas l'impression que ça transforme radicalement les choses, parce qu'on est toujours sur les mêmes problématiques, hein. C'est que, comme tu l'as dit, l'argent, il est concentré dans l'État central avant tout. Les collectivités locales, elles ont de moins en moins de revenus, notamment avec la disparition de la taxe d'habitation, etc. Et donc, tant qu'on réussit pas à mettre la main sur le magot, c'est-à-dire dans l'État central, bah en fait, on n'arrivera pas, je pense, à réellement donner une impulsion communale ou communaliste à notre société. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est désirable. Et après, la question, c'est comment le rendre désirable auprès des électeurs et des citoyens. Encore une autre question. Tu penses que LFI aujourd'hui constitue encore une force d'opposition réaliste? Parce que je t'avoue que moi, je me sens pas du tout représenté par eux et j'ai même l'impression qu'au contraire, ils servent le jeu du pouvoir finalement. Comment te dire? Moi, j'ai voté pour eux. Voilà, en tant qu'anarchiste, hein, c'est-à-dire que depuis des années, je votais plus. Voilà, j'avais plutôt une position un peu dédaigneuse sur les élections. Et justement, quand je te disais tout à l'heure que j'avais fait un travail de réflexion sur comment rester concret, même si je me réclame d'une idée qui peut paraître extrêmement utopiste, bah, en fait, je me suis dit, LFI, il y a plein de problèmes dans leur parti, à tous les niveaux, hein, au niveau de la centralité du pouvoir. Donc pareil, c'est assez descendant au niveau de certaines prises de position, etc. Mais malgré tout, dans le jeu politique, c'est-à-dire en fait là, je me suis un peu mis dans la peau d'un individu rationnel qui voit le spectacle politique comme un marché, et donc il y a des offres différentes, certaines ont des chances de passer, certaines n'en ont pas. Bah, il y avait trois pôles aux dernières élections, et c'était le seul pôle qui me parlait, on va dire, globalement. C'est-à-dire que clairement, je me reconnais pas du tout dans la France de Macron, et je me reconnais encore moins dans la France de Le Pen. Donc, bah, par défaut, et c'est vrai que c'est un peu par défaut, hein, c'est-à-dire que c'est pas un vote d'adhésion pur, mais par défaut, je me suis dit, LFI au pouvoir, à mon avis, ferait moins pire. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un Mitterrand voilà, et d'une révolte des pays autour parce qu'en fait, on est aussi dans des superstructures avec l'Union européenne, etc., lui mettre une pression et qui la fasse défaillir. Mais enfin, je pensais, et je pense encore que c'était la seule puissance politique capable d'impulser quelque chose de différent. On n'aurait peut-être pas eu des Naël, on n'aurait peut-être pas eu voilà des grandes problématiques qu'on peut avoir depuis 7 ans et même on pourrait aller jusqu'à 30
aux 30 dernières années, potentiellement. Alors après, je ne dis pas dans l'avenir, mais potentiellement, on aurait pu avoir moins de problématiques. Il y en aurait eu quand même, hein, mais Ouais, parce que dans les faits, je trouve qu'ils ont été très silencieux, bah, déjà sur la question du pass sanitaire, mais aussi sur la question de la réforme des retraites. Et puis là, alors ils se sont complètement pris les pieds dans le tapis avec l'affaire de la Baïa. Enfin, il y a quand même quelque chose chez eux qui est assez dérangeant, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là pour faire du buzz, mais dans les faits, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. euh, je sais pas. Je défends. Alors moi, c'est pareil. Hein, j'ai un regard très critique sur l'électoralisme, le fonctionnement de l'Assemblée, etc. Donc en effet, hein, encore une fois, je pourrais tenir deux discours. Je pourrais tenir le discours du révolutionnaire utopiste qui te dit qu'il faudrait tout envoyer valser, etc. La solution, c'est la reprise du pouvoir du bas vers le haut, etc. Prendre les villes. Mais si je suis plus stratège et plus réaliste, concret, euh, j'ai quand même l'impression, alors certes, c'est les vieilles recettes, hein, mais j'ai quand même l'impression que, au-delà de leur côté un peu tapageur et scandaleux dans l'Assemblée pour un peu montrer qu'ils sont du côté du peuple contre la réforme des retraites, etc., bah, ils ont quand même été à l'instigation, comme les syndicats, etc., de grands mouvements. Enfin, on n'avait pas vu plusieurs millions de personnes dans les rues depuis très longtemps. Et je trouve globalement, il y a encore des erreurs, hein, je le disais juste avant, mais je trouve globalement que ce soit sur la question alors, je sais pas quelle est ta position à toi sur la Baïa, mais je trouve globalement, en tout cas, qu'ils ont plutôt été cohérents, en fait. C'est-à-dire, c'est pas un vrai problème. Notre problème à l'école, c'est, maintenant, je suis dans l'éducation nationale, hein. Notre problème à l'école, c'est le manque de moyens, c'est la rémunération, c'est un métier qui n'attire pas, c'est le fait que les enfants en situation de handicap, ils sont un quart à pas être scolarisés parce qu'on n'a pas les structures pour les accueillir. Les AESH ont toujours un statut horrible et je pourrais te sortir mais une litanie. Là, je prépare une réunion syndicale dans 2 jours. Enfin, c'est assez catastrophique la situation dans les écoles. Et malgré tout, c'est moins catastrophique que dans les hôpitaux. Et je trouve que ça c'est central, en fait. Et j'ai quand même l'impression qu'un programme de gauche, pas radical, mais de vraie gauche, bah, permettrait un peu de souffler, en fait, dans ces secteurs-là. C'est déjà ça. Voilà. C'est loin d'être révolutionnaire, mais c'est quand même utile. Pour revenir un petit peu sur l'économie, est-ce que tu as creusé la question des monnaies locales? Et si oui, quelles sont tes réflexions sur le sujet? Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée dans commentaire. Est-ce qu'il faudrait faire un système sans monnaie? Est-ce que les monnaies locales, c'est bien? Alors, quelle pourrait être ma réflexion sur le sujet? J'ai assez peu creusé la question, pour être honnête. J'en ai déjà parlé dans des petits articles sur mon site, notamment quand la pêche, je crois, à Montreuil était sortie. Euh, Ça a un intérêt. Et ça pourrait avoir un intérêt si on était dans une dynamique justement communaliste plus grande, etc. Parce que ça permet bah, d'évacuer complètement la question du monde des banques et du monde de la finance, du monde de la spéculation. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est utile pour elle-même. Si on reprenait alors je sais pas si peut-être que je vais me tromper en le disant là parce que je n'ai pas trop réfléchi, mais si on reprenait la distinction valeur d'usage, valeur d'échange de Marx, j'ai l'impression que là, on serait sur une monnaie qui a un usage et une valeur d'échange qui est similaire. On peut pas spéculer sur des monnaies en les comparant à d'autres, etc. C'est-à-dire que voilà, elle sert à acheter des biens. Et comme a priori, c'est quand même des personnes qui sont aussi engagées, qui vont accepter cette monnaie dans les magasins, etc. Bah, elle fait fonctionner, on va dire, une économie locale avec certaines valeurs. Ça peut être des valeurs justement dans le monde culturel, ça peut être des valeurs au niveau environnemental, ça peut être des valeurs justement très politiques pour sortir des logiques spéculatives, etc. Maintenant, on retombe un peu toujours sur le même problème, c'est-à-dire ça n'a pas la puissance pour remplacer les monnaies des États à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si on imaginait une société où il y aurait dans chaque ville une monnaie locale, je pense que ça ne permettrait pas d'endiguer la problématique liée à la spéculation, à la bourse, au marché financier, etc. Donc c'est c'est comme toujours en fait. Je pense que sur le concret, sur l'actuel, c'est formateur. C'est bien de mettre ce genre d'action en place. Ça permet de faire réfléchir en fait sur le rôle de la monnaie, qui est normalement juste un rôle, c'est juste un moyen. C'est pas une fin en fait, c'est vraiment juste un moyen. Et ça permet de le remettre en question et de le réfléchir. Mais ça fait pas non plus de nous des révolutionnaires, quoi.
Est-ce que de ton côté, tu as complètement abandonné l'idée de vivre de ton blog ou est-ce que tu y penses encore? Et si oui, quel est le modèle économique que tu envisages? Est-ce que ce serait potentiellement de la production par le biais par le biais des auditeurs, des lecteurs? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que tu entends par production par le biais des auditeurs? Tu sais, enfin, le fait que ce soit eux qui, un peu comme Finance, les quoi. pages Tipeee ou le crowdfunding ou ce genre de choses, quoi. Qui est le modèle quasiment le plus utilisé aujourd'hui par les YouTubeurs, hein, où en fait c'est directement la communauté qui prend en charge financièrement Complètement. la personne qui crée. Bah, à l'heure actuelle, en étant très réaliste, je m'imagine pas vivre de cette activité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai 1400 personnes qui me suivent sur YouTube, même s'il y en avait 10 qui me faisaient un don, bon, ça mettrait du beurre dans les épinards, mais ce serait vraiment pas rentable. Et l'activité que j'ai sur mon blog aujourd'hui, c'est un peu, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça peut lancer deux, trois réflexions, deux, trois discussions, voilà, dans mon entourage ou avec des gens que je connais pas sur les réseaux. Mais ça a plus du tout d'ambition professionnelle. Maintenant, il faut jamais dire jamais. C'est-à-dire que si dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'avais une vidéo qui explosait et qui me permettait d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube et que je commençais à percevoir la possibilité d'en vivre, oui, je me poserais la question. Ou à minima, je me poserais la question de réduire un peu mon activité professionnelle actuelle pour éventuellement investir, entre guillemets, un peu plus de mon temps dans cette activité parallèle, parce que comme je te le disais tout à l'heure, en fait, ça reste quelque chose que j'adore, en fait. Me questionner sur des sujets d'actualité, d'économie, de politique, écrire, confronter mes idées, en discuter, voilà, les mettre sur papier, après tourner, etc. Enfin, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Mais, euh, mais aujourd'hui, je sais que je m'investis vraiment pas du tout assez pour en faire une activité qui me permette, ne serait-ce que d'en tirer un SMIC, quoi. Et encore un SMIC sur Paris, c'est invivable, hein. Avant que je te pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et sur laquelle tu aimerais intervenir? C'est pas vraiment une question, mais j'en profite là, hein, si on est écouté et regardé, c'est aller faire des recherches. C'est pas la phrase complotiste, faites vos propres recherches, hein, mais aller faire des recherches sur l'anarchisme juste pour vous sortir de l'idée que l'anarchisme, c'est le chaos. En fait, voilà. C'est vraiment la base de la base, hein. Mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça, même à gauche, même à l'extrême gauche. Voilà, l'anarchisme, c'est un vrai système de pensée politique. Il y a beaucoup de thèses et de concepts qui sont mobilisés. En fait, c'est aussi riche que le marxisme, l'anarchisme. Et c'est presque l'inverse du chaos, en fait. C'est comme le disait, je crois, Proudhon. Bon, désolé, je cite beaucoup Proudhon alors qu'il était antisémite, sexiste et tout, mais l'anarchisme, c'est l'ordre sans le pouvoir. Donc, en fait, c'est un fonctionnement social ordonné, organisé, avec des relations, avec des contrats. Enfin, quand je parle de contrats, c'est pas du tout la même logique que dans l'économie marchande, mais voilà, avec de l'association entre individus qui veulent créer des choses, etc. Mais juste en essayant au maximum de se prémunir de la domination de l'État, et notamment de l'État central, pas forcément de l'État social, parce que lui, il représente pas forcément une forme de domination, et du capitalisme, en tout cas dans ses formes les plus exacerbées, dans ses formes les plus violentes, donc qui a mené à- au néocolonialisme, etc. Et en fait, aujourd'hui, à une forme de captation de toutes les énergies, voilà, un rythme qui convient à très peu de gens, en fait, hein, métro, boulot, dodo. En faisant un sondage, 100% des gens sont contre. Et en fait, après, quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous proposez en retour, il y a de la difficulté à penser un autrement, un différent. Et voilà, donc l'anarchisme, en fait, essaie de tracer ces possibilités, comme le fait le marxisme, comme le fait une certaine écologie radicale, etc. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Bah, je pensais pas du tout de faire cette réponse, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise bien. Mais en fait, je pense que euh, remettre la monnaie à sa place, c'est-à-dire en fait interdire toute spéculation, voilà, interdire tous les marchés financiers, voilà, interdire toutes les activités qui consistent à faire de l'argent sur de l'argent, même le fonctionnement bancaire de manière générale, c'est-à-dire qu'il fonctionne que sur le crédit et sur la dette. Si on avait voilà, une quantité d'argent qui pouvait fluctuer quand même, hein, par rapport à l'activité économique, mais qui soit vraiment
cohérentes avec l'activité économique et qui ne servent que l'activité économique, c'est-à-dire les banques qui soient vraiment là pour aider les porteurs de projets. Bon, là, je parle un peu comme quelqu'un qui travaille dans l'associatif, qui pour aider les gens voilà, qui ont envie de créer des choses et surtout des choses utiles, en fait, même que les banques soient encore plus à même d'aider les gens qui veulent créer des choses utiles à l'échelon local plutôt que des gens qui ont des ambitions démesurées. En fait, je pense qu'on pourrait, en récupérant un pouvoir sur le système bancaire, mais c'est complètement utopiste ça, pour le coup, euh, faire fonctionner les choses complètement différemment et de manière beaucoup plus utile à tous, en fait. Utile à tous. Merci beaucoup l'indigné, à bientôt. Bah, merci à toi, Alex, et à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura contribué à nourrir votre réflexion autant que la mienne, car croyez-moi, j'en ressors avec beaucoup d'idées et plein de questionnements. D'ailleurs, si certains sont intéressés par la mise en place d'ateliers pour poursuivre cette réflexion à plusieurs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avant de vous quitter, je vous livre, comme à mon habitude, les 3 pépites que je retiens de notre échange. Tout d'abord, penser la société d'aujourd'hui uniquement à l'aune des théories marxistes n'est plus forcément pertinent, car le monde a évolué et de nombreuses strates hiérarchiques sont venues s'ajouter à celles qui existaient par le passé. D'une part, nous avons vu apparaître de nouveaux modes de management importés des États-Unis qui, en faisant des salariés des collaborateurs, ont séparé les cadres des ouvriers et ont fait d'eux, à leur insu, les défenseurs du patronat. D'autre part, nous avons vu naître de petits entrepreneurs qui ne sont pas du tout détenteurs des moyens de production. Ensuite, imaginer une société alternative par le biais de l'économie permet aussi de redonner un côté concret à l'anarchisme, trop souvent perçu comme une idéologie abstraite, voire utopique. La dimension économique nous permet de nous projeter. Quelle forme d'entrepreneuriat veut-on pour le monde de demain ? Des associations, des coopératives ouvrières, d'autres modèles qui n'existent pas encore ? Cela nous invite aussi à réfléchir aux services qui nécessitent d'être nationalisés, comme la sécurité sociale ou la retraite, et à ceux qui pourraient être mis en œuvre localement. Enfin, le parcours même de l'indigné invite à s'interroger sur la place que peut prendre une activité militante dans nos vies. Lui, en tant que blogueur militant, a fait le choix du bénévolat et c'est ce qui lui a permis de garder sa flamme active et de ne pas s'épuiser en 10 ans. Vouloir vivre de sa passion, c'est forcément chronophage et usant, j'en sais quelque chose. Mais quelles pourraient être les alternatives ? Cette question me renvoie évidemment à l'échange que j'avais eu avec Flory du Parti Pirate sur le salaire à vie. Peut-être que dans une société anarchiste, l'entrepreneuriat n'aurait même pas de sens, car un salaire à la qualification personnelle nous permettrait de faire ce que l'on aime. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de l'indigné du canapé. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.